Démarrer, du coup, tranquillement. Donc, juste quelques mots d'introduction. Déjà, merci beaucoup à l'Académie du Climat de nous recevoir pour cette dernière conférence du cycle organisée par Chronique, qui est un collectif d'experts engagés sur les questions de démocratie, d'écologie, de justice sociale, à l'Académie. Cette année, on avait décidé d'orienter les thématiques sur un thème qui était l'écologie à coups de marteau, défaire nos mythes contemporains pour libérer l'avenir. L'idée derrière cette conférence, c'était de se dire que finalement, tout ce qu'on savait, qu'on avait besoin de savoir en tout cas sur le climat, sur l'écologie, sur les limites planétaires, etc., on le savait déjà. Cependant, il y avait quand même des choses fondamentales qui bloquaient la transition et qui étaient peut-être plutôt à voir, plutôt que du côté strictement de l'écologie, de nous en tant que société, des éléments dans nos imaginaires, etc., qui venaient freiner cette transition. Donc on a fait une première conférence sur la viande, une deuxième sur la dette, une troisième sur le travail. Et pour clôturer du coup ce cycle, j'ai décidé de prendre le thème de l'extrême droite et de son imaginaire. Ça peut paraître curieux de parler d'imaginaire d'extrême droite, mais il est bien là et on a souvent tendance à un peu trop souvent le survoler. Et donc on va se poser la question justement de quel est cet imaginaire, puisque finalement derrière l'adhésion à l'écologie, il y a aussi un autre sujet qui est que on n'est pas le seul projet finalement politique à essayer d'embarquer la population. Il y en a d'autres, et un en particulier qui semble avoir le vent en poupe. On vient d'assister il n'y a pas très longtemps à la réélection de Donald Trump assez écrasante. On a l'extrême droite qui est le premier parti de France en termes de voix aux dernières élections. Et ça pourrait nous interroger puisque habituellement, en tout cas, on a tendance à dire dans les milieux écologistes, climatiques, de dire finalement le problème de la transition, ce serait que la transition n'est pas assez désirable. Sous-entendu, les gens ne comprennent pas le projet et donc ils s'égarent et vont voter plutôt à droite parce qu'ils n'ont pas compris le problème, parce qu'on leur explique mal, etc. Si on arrivait à mieux le vendre, finalement, on arriverait à débloquer la situation, puisque voilà, la transition serait quelque chose d'inévitable et qui arriverait dans tous les cas. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Au contraire, l'extrême droite est présente, gagne de plus en plus de voix, fascine de plus en plus, et c'est quelque chose qui persiste dans la durée. Et c'est pour cela que j'ai le plaisir d'accueillir notre invité, du coup, Michel Feher, qui a justement écrit un ouvrage sur le sujet qui s'appelle « Producteurs et parasites, l'imaginaire si désirable du Rassemblement national », puisque, et c'est vous qui écrivez ça dans le livre, peut-être que plutôt que de réfléchir finalement, d'imaginer le problème du Rassemblement national comme finalement de la colère et de la frustration, enfin alimenté par de la colère et de la frustration, il faudrait plutôt s'intéresser au sens et aux espoirs qu'il procure. Et c'est des mots qui peuvent paraître, enfin moi ça m'a surpris de parler, de dire que le Rassemblement national peut être un vote d'espoir. Ça fait même un peu peur, mais finalement, il s'agirait peut-être aussi de l'approcher comme tel pour se rendre compte de ce que ça représentait. Donc, dans une première partie, on parlera justement de qu'est-ce que c'est que cette dichotomie producteur-parasite qui est développée par le Rassemblement national. L'idée qu'il y aurait des parasites d'en bas, des parasites d'en haut, et puis au milieu, le bon français qui n'aspire qu'à vivre de son dur labeur, et qui est menacé par ces deux menaces fondamentales, mais aussi cette idée qu'il y a un passé qu'il faudrait venir restaurer et qui est en danger et qu'on va venir comme ça. L'horizon, finalement, c'est de revenir, un retour en arrière qui séduit autant de personnes. Donc ça, on en parlera. Dans une deuxième partie, on se posera la question finalement de comment l'extrême droite s'est réappropriée aussi toutes ces thématiques d'environnement, de changement climatique, etc. Loin de les avoir finalement de l'avoir affaibli. Il a complètement réussi à se réapproprier ces thèmes et même le déferlement climatique ne semble pas arrêter cette progression. Je rappelle que aux États-Unis, après les terribles ouragans qu'il y a eu en Floride, Tucker Carlson, du coup, qui était un
présentateur de Fox News qui a été licencié parce qu'il était trop extrême même aux yeux de la Fox, mais qui a quand même un gros public, expliquait que en fait les ouragans c'était pas la faute du réchauffement climatique, mais de l'avortement aux États-Unis, puisqu'on avortait trop d'enfants et donc c'était un châtiment divin et qu'il fallait arrêter de croire les scientifiques et plutôt se mettre à relire la Bible. Et ce type de discours fonctionne. Et donc on voit bien finalement comment il n'y aura pas finalement personne va d'un moment se réveiller en se disant mince en fait j'avais pas compris. Au contraire, plus finalement la situation se complexifie, plus cette adhésion se renforce finalement. Et puis dernière partie, on pourrait imaginer finalement comment côté à gauche ou dans les milieux écologistes, on peut justement prendre fait de cet état et comment on peut éventuellement le combattre, comment on peut construire là-dessus pour nous aussi pouvoir émerger et arriver peut-être à inverser la vapeur. Donc merci à tous, merci Michel d'être parmi nous et puis je vous propose de démarrer pour nous expliquer un petit peu ce paradigme des parasites et des producteurs et comment ils structurent l'imaginaire du Rassemblement national. Un vrai info. Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci de cette présentation. Vous avez à peu près tout dit. Je vais ajouter quelques détails, mais enfin, en gros, vous voyez déjà de quoi ça va parler. Oui, donc le livre essaye d'explorer cet imaginaire de l'extrême droite, cet imaginaire du Rassemblement national. Et le point de départ du livre était une forme d'irritation ou d'agacement. C'était après l'élection présidentielle de 2022 et la campagne, et les gens qui essayaient d'expliquer cette montée apparemment inexorable de l'extrême droite. Et en particulier, je dirais les gens de mon camp, enfin les gens de la gauche, quand ils essayaient d'expliquer la montée résistible ou irrésistible du Rassemblement national, les causes qui étaient mises en avant, c'était toujours des causes externes. C'est-à-dire, on expliquait que les réformes néolibérales ont corrodé les solidarités d'antan et que par conséquent, une espèce d'individualisme généralisé ferait que les gens se porteraient vers l'extrême droite. On expliquait aussi que les médias de Bolloré, mais pas seulement, reprenaient de façon plus que complaisante les thèmes avancés par le Rassemblement national, thèmes xénophobes et racistes, et que donc il y avait une espèce d'irrigation de ces thèmes dans l'espace public. On expliquait aussi que c'était la faute des partis de droite, pour qui lutter contre le Rassemblement national, ça consistait essentiellement à limiter en donnant une version peut-être un petit peu plus light que le Rassemblement national lui-même. Et on expliquait enfin que c'était la faute de la gauche, et en particulier du Parti socialiste, qui avait abandonné les classes populaires pour s'occuper de sujets, entre guillemets, sociétaux, et qui, du coup, laissait ces classes populaires en déshérence, et donc elles étaient récupérées par le Rassemblement national. Alors, tous ces arguments sont au moins en partie fondés. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas vrai. Sauf que ce qui était intéressant dans l'affaire, c'est qu'il y avait quand même une chose qui était laissée de côté, c'était l'électorat du Rassemblement national. C'était donc la faute aux partis de gauche, la faute aux partis de droite, la faute aux médias, la faute aux réformes néolibérales, mais les gens qui votaient Rassemblement national étaient un petit peu hors du champ des explications. Ce qui veut dire que l'idée générale, c'est que c'était un vote protestataire. Les gens n'étaient pas contents de leurs conditions de vie, n'étaient pas contents des problèmes de pouvoir d'achat, n'étaient pas contents de plein de choses, et par conséquent, ils exprimaient cette colère en allant voter du côté de l'extrême droite. Or, ça me semblait un petit peu étrange, parce que, après tout, si on est en colère, on peut exprimer cette colère différemment. Je veux dire, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent et qui expriment leur colère de cette manière-là. Enfin, il existait aussi des partis de gauche qui proposaient un changement radical de société.
Ça existait même avant la fondation de la France insoumise. Il y avait le parti de gauche, il y avait le parti communiste avant, il y avait le NPA, il y avait Lutte ouvrière, que sais-je. Il y avait des possibilités d'exprimer sa colère autrement. Or, manifestement, les gens choisissaient, et choisissaient de manière répétée, puisque c'est l'électorat le plus fidèle qui soit, de se porter vers le Rassemblement national. Donc il me semblait que dans les explications, ce qui était omis, ce qui était mis entre parenthèses, c'était la désirabilité de ce parti. Pourquoi on a envie d'aller chez eux? Qu'est-ce qui fait que ça plaît, que ça attire? Donc il m'a semblé important de s'intéresser à l'attractivité particulière de ce Rassemblement national. Alors, d'autres travaux pouvaient déjà en donner une idée, et une idée même fort précise. Il y a eu récemment, et je vous engage à les lire, des livres de sociologues vraiment remarquables. Je pense à Félicien Faury, à Benoît Coquart, à Violaine Girard en particulier, qui sont allés vivre auprès des électeurs du Rassemblement national, qui ont récolté leurs propos, qui ont récolté leur manière de voir le monde, et c'est effectivement assez édifiant dans la mesure où on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un vote de protestation, mais véritablement d'un vote d'adhésion. Alors la question de savoir, c'est à quoi on adhère exactement. Donc moi, je ne suis pas sociologue, donc je n'avais pas de terrain, je n'avais pas d'électeurs à me mettre sous la dent, donc je suis plutôt allé du côté de cet imaginaire, de cette manière de voir le monde qui est projetée par le Rassemblement national. Or, il me semble que cette manière de voir le monde, elle a une longue histoire, qui n'a pas toujours été une histoire d'extrême droite, elle commence même plutôt de l'autre côté du champ politique, il y a plus que 3 siècles, près de 4 siècles. Mais avant, enfin je ne sais pas si je vais me lancer dans l'histoire, mais en tout cas, d'abord vous en donnez la structure de cet imaginaire. Pardon, vous m'entendez là? C'est mieux? La structure de cet imaginaire. Alors cet imaginaire, il se fonde sur une certaine représentation de ce qu'on pourrait appeler la lutte des classes. Ou en tout cas, l'idée que la société est divisée en 2 catégories d'individus. Alors contrairement à la lutte des classes marxistes, ce n'est pas l'opposition entre le capital et le travail. Et cette opposition ne se noue pas par un rapport social qui est le rapport salarial qui fonderait, qui constituerait l'exploitation du travail par le capital, l'exploitation des travailleurs par les propriétaires de capitaux. Non, là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une opposition entre ce qu'on pourrait appeler 2 types moraux, 2 caractères moraux. Une opposition véritablement morale entre 2 types de gens. Alors, d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les producteurs. Les producteurs, qui c'est? C'est des gens qui travaillent dur, qui connaissent le prix de la peine, qui adhèrent à ce qu'on appelle la valeur travail, et qui, dans la mesure où ils travaillent dur, veulent, et c'est bien légitime, pouvoir jouir du produit de leur labeur. Alors, si la société n'était composée que de producteurs, eh bien, nous aurions une société heureuse, où chacun travaillerait dur, produirait des choses utiles, et pourrait ensuite les échanger sur un marché où régnerait une concurrence saine, ou alors, si le cœur leur en disait, ils pourraient coopérer pour travailler ensemble et produire ensemble. Donc on aurait une société parfaitement harmonieuse et heureuse où chacun vivrait dignement et bien du produit de son travail. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette société-là? Eh bien c'est parce qu'il existe une 2e catégorie d'individus qu'on peut appeler les parasites et qui eux ne travaillent pas. Ou alors quand ils travaillent, ils ne font que des choses nuisibles, des choses nocives, dans la mesure où leur seul talent, c'est de réussir à accaparer le produit du labeur des bons producteurs. Donc ça, c'est l'opposition de départ, fondamentale de ce qu'on peut appeler le producérisme. C'est un terme qui vient de la littérature académique anglo-saxonne et en particulier américaine. C'est surtout des historiens et des politistes qui s'occupent des mouvements sociaux aux États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e siècle qui ont forgé ce concept et qui est donc cette vision de la société divisée entre producteurs et parasites. Mais bon, cette structure ne s'arrête pas là parce qu'il faut un peu compliquer
le modèle. L'imaginaire est un peu plus complexe que ça, puisque si la société se divise en producteurs et en parasites, les parasites, à leur tour, se divisent en deux catégories. Il y a toujours, dans cet imaginaire producériste, pour l'appeler par son nom, il y a toujours deux types de parasites, les parasites d'en haut et les parasites d'en bas. Alors, les uns et les autres se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas des producteurs, c'est-à-dire qu'ils ne produisent rien d'utile. Les parasites d'en haut, ils ne sont donc pas dans la production, mais ils sont dans la circulation du capital. Capital financier, mais aussi capital culturel. Ce sont des prêteurs qui font de l'argent avec de l'argent, dans la mesure où ils prêtent de l'argent et vivent des taux d'intérêt jugés usuraires qu'ils extraient de l'argent qu'ils prêtent. Ou alors ce sont des spéculateurs qui achètent le produit du travail des bons producteurs lorsque ce prix est bas et qui le revendent ensuite quand le prix est élevé, qui spéculent donc sans rien produire sur le produit du travail des producteurs. Mais ce peut aussi être des trafiquants du capital culturel, des gens comme moi, en gros, des intellectuels ou des artistes, des gens qui ne font rien d'utile, une fois encore, mais qui sont particulièrement talentueux dans l'art de créer la confusion dans la tête des bons producteurs en produisant des théories spécieuses qui représentent de manière faussée les relations sociales. Donc ça, c'est les parasites d'en haut. Quant aux parasites d'en bas, vous avez deviné, ce sont ceux qu'on appelle les assistés. C'est-à-dire ceux qui, encore une fois, ne travaillent pas, mais vivent non pas de la circulation du capital, mais vivent de la redistribution des revenus. Redistribution de revenus qu'ils n'ont pas contribué à générer, puisqu'ils vivent d'allocations, de transferts sociaux, de la charité publique, en quelque sorte. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique de ce producérisme, c'est que les parasites sont toujours divisés entre parasites d'en bas et parasites d'en haut. Et effectivement, comme vous le disiez en introduction, ça permet de se donner une image du bon peuple, donc le peuple des bons producteurs, non pas du tout comme la base d'une pyramide qui serait occupée par une élite prédatrice, mais le bon peuple, c'est le bloc central. C'est un petit peu, si vous voulez, la bosse d'une courbe de Gauss, d'une courbe en cloche. Et cette bosse, elle est aplatie par les manigances des parasites d'en bas et des parasites d'en haut. Les parasites d'en haut qui font fuir le capital dans, je ne sais pas, dans les circuits du capital financier, les circuits internationaux de la finance, ou alors dans un milieu qui serait un milieu de l'intelligentsia cosmopolite. Et puis les parasites d'en bas qui, eux, déprécient le travail du fait de leur paresse, du fait de leur oisiveté. Donc ça, c'est cette deuxième caractéristique de double parasitage par le haut et par le bas qui laisse ce bloc central méritant, qui ne veut d'ailleurs vivre que de son mérite, c'est-à-dire du produit de son travail, mais qui est spolié par ces deux types de parasites. Troisième caractéristique de ce producérisme, et qui est là d'emblée, c'est-à-dire dès le début du producérisme, c'est cette idée, qui n'est pas absolument nécessaire, mais c'est une propension qui ne cesse de le travailler, qui est cette idée que les producteurs, les producteurs, d'où ils tirent leur morale, d'où ils tirent le fait de d'où tirent-ils? J'ai l'impression que c'est... 1, 2. On rééchange. Toutes les 10 minutes, on va changer de micro, ça va être bien. Ah oui, là, c'est bien. Donc, d'où est-ce que les producteurs tirent leur morale? D'où tirent-ils le fait qu'ils adhèrent à la valeur travail? Eh bien, on peut penser qu'ils tirent ça de leur tradition, qu'ils tirent ça de leur culture nationale, que c'est au fond dans leurs racines, dans leur tradition, dans leur culture, dans leur histoire, qu'ils puisent cette moralité, qu'ils puisent cette adhésion à la valeur travail.
Alors que de leur côté, les parasites sont toujours un petit peu étrangers. Alors ils peuvent être étrangers tout court, s'ils n'ont pas le passeport du pays, mais même s'ils ne sont pas étrangers de fait, ils sont néanmoins étrangers à la culture nationale, dans la mesure où, on l'a dit, si ce sont des spéculateurs financiers, ils vivent dans le monde interlope de la finance internationale. Si ce sont des intellectuels hors sol, eh bien, ils vivent dans le monde cosmopolite de l'intelligentsia. Et si ce sont des parasites d'en bas, des assistés, il y a de fortes chances pour que ce soit des travailleurs immigrés ou des travailleurs d'origine étrangère, ou même s'ils ne sont pas d'origine étrangère, ils côtoient tellement d'étrangers ou de gens d'origine étrangère qu'ils ont fini par adopter leurs mœurs. Bref, il y a une espèce de propension à la racialisation de cette opposition entre les bons producteurs de chez nous et les parasites venus d'ailleurs. Et ça nous donne, je pense, une des clés, je dirais même la clé essentielle du succès de cet imaginaire producériste. Parce qu'en effet, si vous êtes un libéral, vous direz aux gens, si vous voulez que les choses s'améliorent, eh bien, il faut que chacun se prenne en main. Il faut cesser de compter sur l'État, il faut cesser de compter sur la solidarité et les transferts sociaux. Il faut que être libre, c'est être responsable, il faut donc que chacun se prenne en main. Ce qui veut dire que le message, c'est que les choses peuvent s'améliorer, mais ça implique un certain changement de comportement, y compris de la part des gens à qui on s'adresse, y compris de la part de son propre électorat. Si on est de gauche, on dira, si vous voulez que les choses s'améliorent, eh bien, il faut partager davantage. Il faut redistribuer les richesses et les allouer autrement. Et si en plus, on n'est pas seulement de gauche, mais de gauche et écologiste, on dira, pour faire face au changement climatique, pour faire face aux dangers qui pèsent sur la biodiversité, eh bien, il faut que chacun change ses comportements et adapte ses comportements en conséquence. Alors que du côté de cet imaginaire producériste qui est celui de l'extrême droite, on a cet avantage extraordinaire, et je crois que ça aura une grande importance quand on parlera des liens entre cet imaginaire et la pensée, je dirais, anti-écologiste, c'est le fait que l'extrême droite, elle dit aux gens, avec nous, les choses vont s'améliorer, parce que nous allons vous débarrasser des parasites d'en haut comme des parasites d'en bas, d'autant que ces parasites, ils ne sont pas de chez nous, véritablement, ils n'appartiennent pas ni à la nation, en tout cas pas à la culture nationale, et du coup, dès lors qu'on se débarrassera de ces parasites qui vous spolient, les choses vont s'améliorer, et vous, à qui je m'adresse, vous n'aurez strictement rien à changer à vos comportements. Parce que les bons producteurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, les bons producteurs, ça peut être des salariés, mais ça peut aussi être des indépendants, mais ça peut aussi être des entrepreneurs, des employeurs. L'important, c'est qu'ils adhèrent à la valeur travail, qu'ils produisent des choses utiles et qu'ils travaillent dur pour les produire. Ce qui veut dire que si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un employeur, eh bien vos profits vont augmenter parce qu'on vous aura débarrassé des parasites d'en haut. Et puis si vous êtes un salarié, vos salaires vont augmenter sans que vous n'ayez rien à changer à vos comportements parce qu'on vous aura débarrassé de ces parasites d'en bas, travailleurs immigrés en l'occurrence, qui déprécient la valeur de votre travail. Donc, ni fuite de capitaux, ni dépréciation du travail. Et ça, je pense que c'est la plus grande force de cet imaginaire d'extrême droite, c'est le fait qu'il dit, avec nous, les choses vont s'améliorer sans que vous n'ayez rien à changer. C'est pour ça qu'il me semble totalement erroné de dire que ces partis d'extrême droite sont des partis anti-système, sont des partis qui veulent renverser la table. Nullement. Il s'agit de remettre la table sur ses pieds en se débarrassant des intrus qui ne devraient pas être attablés à cette table. Il s'agit donc de restaurer les choses
dans une espèce de passé imaginaire où les gens du cru, qui se connaissent bien, qui partagent la même morale, vivaient dignement parce qu'ils vivaient du produit de leur travail et qu'ils n'étaient pas spoliés. Donc ça, c'est un avantage redoutable. L'autre avantage, qui me semble très important aussi, c'est qu'il y a évidemment quelque chose de facile et d'attractif dans cette moralisation de la division de la société. C'est une manière de dire, vous à qui je m'adresse, vous êtes méritant, vous bossez dur, et donc il est normal que vous récoltiez le produit de vos efforts, alors que les autres, non. Les autres, ce sont des parasites qui profitent. Hein. Bon. C'était très explicite. Lors du débat de second tour en 2022 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il y a un passage tout à fait remarquable de ce débat, vous pouvez vérifier, où Marine Le Pen dit à Emmanuel Macron, plutôt s'adresse à tout le monde en disant « Le peuple que je défends moi, c'est un peuple qui n'en peut plus de ces prédateurs d'en haut qui font de l'optimisation fiscale et de ces prédateurs d'en bas qui vivent de fraude sociale et qui pourrissent la vie des braves gens. » Donc on est véritablement là-dedans. Et ensuite, ça va basculer, parce que quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, avec les législatives, la NUPES à l'époque s'est formée, et donc il y a une petite menace du côté de la gauche qui est en train de reprendre un peu de poil de la bête. Et là, Marine Le Pen adapte son discours, et c'est une intervention très remarquable dans l'entre-deux tours des législatives, donc pas celle de 2024, mais celle de 2022, où elle explique à ses électeurs qui ont le choix dans leur circonscription entre un candidat de gauche et un candidat macroniste, elle leur dit de ne pas choisir, ne choisissez pas entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. Cette fois-ci, les destructeurs d'en bas sont devenus la gauche et les destructeurs d'en haut, c'est les macronistes. Et elle ajoute, cette chose qui est absolument remarquable par rapport à cet imaginaire, ne choisissez pas entre les destructeurs d'en haut qui veulent vous voler vos droits, les macronistes, et les destructeurs d'en bas qui veulent vous voler vos biens, la gauche. Parce qu'en effet, c'est l'autre aspect de ce producérisme, l'autre aspect de son esthétique, si on peut dire. La première, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ce côté bloc central. Nous, on est les gens normaux bien au centre, bien au milieu, alors qu'il y a des parasites d'en haut et des parasites d'en bas. Mais cette centralité, elle existe aussi sur un axe horizontal. C'est-à-dire que nous pensons que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, mais eux ne se voient pas du tout comme un parti d'extrême droite, ils se voient comme le parti du juste milieu. C'est-à-dire comme le parti qui renvoie dos à dos l'individualisme cynique des libéraux et le collectivisme confiscatoire de la gauche. Le programme économique du Rassemblement national, et c'est vrai de toutes les extrêmes droites depuis plusieurs siècles, enfin depuis 2 siècles en tout cas, c'est toujours la même chose, et ça se résume à une phrase énigmatique quand on pense à ce que ça peut vouloir dire, c'est ce que nous voulons, nous, c'est rendre l'argent aux Français. Pas le laisser s'égayer dans les marchés internationaux, pas le laisser confisquer par l'État fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire rendre l'argent français? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que ça parle et que surtout ça situe le bon peuple dans ce juste milieu, ni trop égoïste, ni trop confiscatoire. Donc ça, c'est cet imaginaire, et le problème de cette facilité du fait que, on va dire, on va vous débarrasser des gens pas comme nous et les choses vont s'améliorer pour vous sans que vous n'ayez rien à changer. Et vous, vous êtes bien, d'abord parce que vous êtes méritant, mais aussi parce que vous êtes bien au milieu, ni trop haut, ni trop bas, ni trop à gauche, ni trop à droite. L'attrait de cet imaginaire fait que d'autres forces politiques peuvent être tentées de s'en emparer pour leur compte. Certes, en le racialisant moins, et encore, pas toujours le cas, que l'extrême droite, mais il y a la tentation de s'en emparer.
Parce qu'en effet, si vous êtes de gauche, c'est plus difficile d'aller expliquer comment fonctionnent les mécanismes de l'exploitation salariale, plus exactement comment le salariat est constitutif même de l'exploitation du travail par le capital. C'est plus compliqué d'expliquer comment fonctionnent véritablement les systèmes de crédit du fait de la financiarisation capitaliste. C'est plus compliqué que de dire simplement les riches ils foutent rien et ils s'en foutent plein les poches. Ce sont des parasites. Bien. Et donc, il y a la tentation d'aller sur leur terrain, de reprendre une partie de leur discours, certes en le retravaillant un peu. Et effectivement, on a pu voir ça à droite, du côté par exemple de Nicolas Sarkozy, qui était là pour défendre la France des gens qui se lèvent tôt. On a pu le voir aussi à gauche, chez des gens qui disaient que les travailleurs détachés venaient prendre le pain des Français, ou que l'immigration était une grande souffrance et qu'il fallait donc aider les migrants à rentrer chez eux. Bref, il y a des tentations de s'emparer de ce discours pour leur voler des électeurs à l'extrême droite. Or, ça ne marche jamais. En allant sur leur terrain, on ne fait jamais que les légitimer et on ne leur vole jamais un seul électeur. Et il y a de bonnes raisons pour ça. C'est qu'ils sont les seuls à pouvoir bien manier leur esthétique avec les parasites d'en haut et les parasites d'en bas. Parce que si vous êtes libéral, vous n'êtes pas très tenté d'aller vous en prendre à des parasites d'en haut. Des intellectuels peut-être, mais des spéculateurs sûrement pas. Et si vous êtes de gauche et que vous avez la moindre dignité, vous n'allez pas aller chercher à traquer des soi-disant parasites d'en bas. Ce qui veut dire que quand vous vous lancez sur leur terrain, vous êtes toujours un peu bancal. Alors que eux, ils sont parfaitement à l'aise dans l'articulation du parasite d'en haut et du parasite d'en bas, avec les possibilités de changer les choses. Il y a à la fois une grande solidité du dispositif producériste, mais en même temps une très grande souplesse programmatique. Par exemple, Jean-Marie Le Pen expliquait que se débarrasser des parasites, donc essentiellement de la submersion migratoire, c'était une manière de conjurer le grand danger qu'était le totalitarisme, le communisme rampant. Marine Le Pen, sa fille, 10 ans ou 15 ans plus tard, expliquera que se débarrasser des parasites, donc de la submersion migratoire, c'était une manière efficace de lutter contre l'ultralibéralisme de la mondialisation. Ce qui veut dire que les problèmes étaient radicalement opposés, mais les solutions étaient toujours les mêmes. Donc il y a une espèce de très grande souplesse et ça ne change rien à l'attractivité des choses. Le plus bel exemple de cela, c'était entre les élections européennes et les élections législatives ce printemps, Jordan Bardella, qui croyait que le Rassemblement national allait arriver au pouvoir, et qui voulait donc amadouer autant qu'il était possible les milieux d'affaires en préparation pour ce qu'il croyait être son arrivée au pouvoir, a abandonné toutes les mesures sociales du Rassemblement national en 3 semaines. Entre les européennes et les législatives, il a dit qu'il était prêt à renoncer au renoncement à la réforme des retraites, qu'il était prêt à abandonner l'idée de lever la TVA sur les produits de première nécessité, qu'il était prêt à reporter sine die le projet d'impôt sur la fortune mobilière. Or, ces annonces ne lui ont pas fait perdre un seul électeur. Ce qui veut dire que les gens savent pourquoi ils votent, que cet imaginaire marche, quelles que soient les fluctuations programmatiques qui l'accompagnent. Donc ça, c'était en tout cas l'idée qui structurait ce livre, qui était de présenter cet imaginaire, de présenter son attractivité, et ça se terminait, enfin ça ne se terminait pas, mais ça débouchait en tout cas sur un problème, un dilemme terrible que ça pose aux autres forces politiques
et en particulier à la gauche, c'est que essayer d'aller sur leur terrain, c'est les légitimer sans leur voler le moindre électeur, donc ce n'est pas une bonne idée. Mais en revanche, ne compter que sur ses propres valeurs, sur ses propres ressources, sur son propre programme, c'est très bien, mais il faut savoir que du coup, on a de fortes chances d'être minoritaire. Je veux dire, à gauche en particulier, parce que le problème, c'est que dès lors que le producérisme, et surtout sous sa forme racialisée, devient légitime, et cette légitimation, elle a lieu depuis 40 ans maintenant, une fois qu'on en est là, c'est très difficile de faire baisser l'attrait, l'attractivité de ce parti. Donc ça pose le problème, on est minoritaire, comment on fait avec ça pour essayer de l'être le moins possible ou de gagner en étant minoritaire? Merci beaucoup pour cet exposé. Donc, un des axes qu'on pourrait dire, qu'on pourrait prendre, c'est de se dire finalement, aujourd'hui, bon, il y a la société est en plein chamboulement et donc les gens ont besoin effectivement de trouver des coupables, etc. Mais quelque part, il y a les lois de la physique et notamment le réchauffement climatique qui arrivent et on voit se développer, enfin, quand on va pouvoir argumenter et faire comprendre tout ça à la population, naturellement, on va se rendre compte que finalement, le vrai problème, c'est pas les parasites, mais par exemple les limites planétaires, ce genre de choses. Or, et on s'attendait à ce que justement, c'est l'arrivée de ces thèmes dans le débat public, parce qu'ils sont quand même là, fassent perdre des voix justement au Rassemblement national, les mettent en difficulté, sortent justement ce débat, le fassent passer plutôt à gauche, et au final, pas vraiment, et voire même à droite, à l'extrême droite, on a complètement repris possession de ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et comment vous l'analysez? Oui, je crois que précisément, la prise de conscience du changement climatique, de l'urgence qu'il y a à agir, crée évidemment une forte angoisse. Parce que là, véritablement, il s'agit de changer ces comportements. Alors certes, on peut penser à une écologie sociale qui ferait que le coût de ce changement de comportement serait largement porté par les pouvoirs publics. Certes. Néanmoins, il y a cette idée qu'il faudrait changer sa manière de vivre. Ce qui, dans un moment de creusement des inégalités, dans un moment de précarité croissante, dans un moment d'angoisse de manière générale, est fort bien entretenu, notamment au niveau médiatique, le désir de trouver une manière de ne pas devoir changer la manière dont on vit est évidemment très fort. Or ça, c'est tout bon pour cet imaginaire producériste, qui a l'avantage précisément de dire que les causes en fait sont extérieures, vous n'avez rien à changer. Si on vous débarrasse de ces causes extérieures ou de ces éléments intrus qui sont parmi vous et qui vous spolient, vous n'aurez rien à changer. Donc comment est-ce que ça s'articule avec les questions écologiques? Il me semble que ça s'articule de deux manières. Parce qu'il y a, dans le discours d'extrême droite contre l'écologie, il y a deux sensibilités apparemment très différentes. On peut dire même qu'il y en a trois. Bon, il y a les libéraux. Si vous voulez, le discours anti-écologiste, il y a au fond trois catégories, trois types de discours. Le premier, qui n'est pas celui qui m'occupe pour le moment, c'est le discours libéral, qui consiste à dire on peut décarboner sans changer grand-chose. C'est le discours du gagnant-gagnant qui fait que, grâce au technosolutionnisme, grâce à une vision prudente du changement climatique, on va pouvoir conserver des profits
très raisonnable, ne pas changer grand-chose et néanmoins décarboner. Bon. Ça, c'est le discours centriste dominant. Mais à l'extrême droite, on a deux discours assez différents. Il y a un discours que l'on pourrait dire carbo-cynique et un discours que l'on pourrait dire éco-fasciste, et qui sont a priori contradictoires. Les premiers sont, donc les carbo-cyniques, seraient ou bien dans le déni du changement climatique, dire tout ça c'est une invention, enfin ça c'est un discours qui est de plus en plus difficile à défendre. Mais ça n'arrête pas le carbo-cynisme, au contraire, c'est-à-dire qu'on passe justement du déni du changement climatique à un cynisme par rapport à cela. C'est cette idée, pas articulée telle qu'elle, mais pas loin, et je veux dire, l'élection de Trump en est l'exemple le plus net, que peut-être qu'au fond, il ne reste plus beaucoup de décennies devant nous, et donc, profitons-en. Je veux dire, tirons ce qu'on peut tirer au maximum de la planète, et pour le reste, ceux qui auront de la chance iront sur Mars. Je caricature un peu, mais enfin, si vous écoutez Elon Musk, c'est pas tellement loin d'être cette vision-là. Donc ça, c'est du côté carbo-cynique. Et ceux-là entretiennent un discours producériste axé essentiellement sur les parasites d'en haut. Qui c'est les parasites d'en haut? Eh bien, c'est cette espèce de technocratie à la fois cosmopolito-financière et woke en même temps, qui essaye de nous priver de notre mode de vie et de nos libertés, qui essaye de nous priver de notre viande, qui essaye de nous priver de notre bagnole, qui essaye de nous priver de nos avions, bref, qui essaye de nous priver de ce qui fait le fondement de notre liberté. Hein? La liberté essentielle, c'est la liberté de prendre sa voiture et de conduire. Bien. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, carbo-cynique. Et il y a cette idée, on veut pouvoir vivre comme on a toujours vécu, avec la voiture, avec la viande, c'est comme ça, quoi. C'est dans notre tradition. D'ailleurs, on travaille dur, on mérite bien d'avoir et notre voiture et notre viande, déjà que la vie n'est pas facile. Bien. Et donc, ces élites qui veulent nous priver de ça, c'est manifestement un complot de gens qui veulent nous affaiblir. Avec toutes sortes de flexions. Je veux dire, nous priver de viande, c'est un complot féministe, c'est-à-dire que c'est surtout priver les hommes de viande qui donc vont perdre leur testostérone, et donc c'est une manière de faire venir un monde essentiellement trans, d'accord ? Pour la voiture, c'est effectivement une manière de nous priver de notre mode de vie et de ce qui fait l'essence même de notre liberté. Et là aussi, les aspects masculinistes sont particulièrement développés. Mais l'autre aspect, l'aspect écofasciste, est là aussi. Puisque l'aspect écofasciste, c'est quoi? C'est l'idée que, oui, il y a effectivement un vrai problème écologique, il y a véritablement un problème, et donc il faut lutter contre ce problème. Et comment est-ce qu'on lutte contre ce problème? Eh bien, en relocalisant. Et qu'est-ce que ça veut dire relocaliser pour eux? Ça veut dire fermer les frontières, essentiellement, pour refaire des communautés homogènes, pour faire en sorte qu'au sud, ils fassent moins d'enfants, que nous en fassons plus, parce que comme ça, on compensera le fait qu'on n'aura pas besoin d'immigration, et essayer de retrouver les paysages d'antan, parce qu'effectivement, nous sommes attachés à cette tradition, à ce terroir dont nous tirons d'ailleurs notre morale, notre éthique, notre adhésion à la valeur travail. Donc, alors même qu'on pourrait imaginer que entre les carbo-cyniques qui disent « on veut vivre comme avant ou comme on vit encore, c'est-à-dire avec notre viande et notre voiture », et les écofascistes qui disent au contraire, non, c'est très important la question écologique, mais il faut bien l'apprendre, et bien l'apprendre, ça veut dire essentiellement fermer les frontières,
pour revenir à nos paysages d'antan, parce que quand même, les étrangers, à la fois, ils sont surnuméraires, et donc on ne peut pas tenir d'une manière soutenable dès lors qu'on a trop de monde, et en plus, leur présence, comme on sait, fait baisser le prix de l'immobilier, et donc ça, c'est pas bien non plus. Bref, en dépit de cette contradiction apparente entre le cynisme ou le déni des uns et le souci écologique affiché par les autres, en vérité, des deux côtés, on a cette même forme de vraie-fausse nostalgie de continuer à faire comme on a toujours fait. Sauf, effectivement, dans la frange supérieure des carbocyniques, où là, il y a cette idée que, effectivement, pas tout le monde pourra s'en tirer si on se livre à un extractivisme effréné, et que par conséquent, il faut assurer que ceux qui comptent, c'est-à-dire nous, l'élite, puissent au moins s'en tirer en Nouvelle-Zélande ou sur Mars, selon les possibilités. Merci beaucoup. Pour ces précisions, du coup, sur cette partie-là, et d'ailleurs, pour rebondir, le slogan de Trump, c'était « Drill, baby, drill », forer, bébé, foron, bébé, foron, et qui est vraiment dans cet imaginaire de, voilà, on va, enfin, après moi le déluge, au contraire, on va y aller tout de suite et fort. Et donc, si on résume un peu, donc on a une extrême droite qui monte en puissance avec un imaginaire très très désirable, puisque finalement, qui donne un sentiment de sécurité, de finalement c'est pas moi qui ai besoin de changer, c'est pas moi le problème, c'est une menace qui est en plus extérieure, donc qui est facile aussi à haïr puisqu'elle est considérée comme halogène. Et même si on serait tenté de dire, et souvent c'est ce qu'on voit à gauche, de dire non mais le problème c'est pas les travailleurs immigrés, les étrangers, etc., mais au contraire les parasites d'en haut, les spéculateurs, etc., la Macronie, enfin tout cet imaginaire-là. On voit aussi que ça ne fonctionne pas, puisque finalement le RN le fait mieux, comme vous l'expliquez, avec cette double opposition. Et quand on y va, on légitime une partie de leur discours. Donc entre guillemets, on ne peut pas finalement le battre sur leur terrain. Quand on essaye de rester sur le nôtre, on est minoritaire, et on le voit bien par exemple là à l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à gouverner. Et en plus, on attendait un petit peu la punition divine du réchauffement climatique pour mettre un coup d'arrêt à tout. Et on se rend compte, comme vous l'expliquez, qu'au contraire, ça peut être une source justement un nouveau niveau de complexité, un nouveau niveau d'adhésion qu'ils peuvent utiliser. Donc j'ai envie de dire, on est un peu dans la mouise pour parler poliment, et donc un peu pour terminer cet entretien, et après on passera aux questions. Quelles sont les ressources dont on dispose, quelle est la stratégie qu'on pourrait employer, s'il y en a une, pour justement essayer d'inverser la tendance? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Oui, des pistes de réflexion. Je veux dire, moi je suis plutôt là pour plomber l'ambiance que pour redonner de l'espoir, mais néanmoins, il me semble que prendre à bras-le-corps le dilemme, ça impose de se poser une nouvelle question, qui n'est pas simplement d'attendre que les gens finalement se rendent compte, d'une part, que les inégalités et leur creusement, c'est intolérable et qu'elle a des causes structurelles, et d'autre part, que l'urgence climatique implique de ne pas faire de demi-mesure, donc de ne pas attendre que les gens se réveillent et voient, puisque ça, de ce côté-là, manifestement, ça n'a pas l'air de marcher. Mais, donc, de cesser de se dire ce qui est quand même le fond de l'imaginaire de gauche depuis 2 siècles, et qui est de se dire l'histoire va dans notre sens. C'est de se dire que, comme il y a plus de gens qui souffrent des inégalités que de gens qui en bénéficient, dès lors que les gens s'en rendront compte, manifestement, la gauche sera hégémonique, puisque c'est le parti de l'égalité, ou en tout cas le parti de la lutte contre les inégalités. Or, ça n'a pas l'air de se passer comme ça pour plein de raisons. D'abord parce que toutes les inégalités ne sont pas les mêmes et qu'elles ne s'ajustent pas, et que le fait de souffrir de certaines ne vous rend pas nécessairement solidaire avec les gens qui souffrent d'autres inégalités.
donc c'est pas gagné d'une certaine façon. La convergence des luttes n'est quelque chose qui se fait de façon naturelle ou historique. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, mais il ne s'agit pas de compter sur un mouvement, une propension naturelle ou historique à la convergence pour se dire que ça va marcher. Donc peut-être que plutôt la question à se poser est inverse, c'est-à-dire assumer qu'on est minoritaire et se poser la question de comment peut-on gagner tout en étant minoritaire. Alors ça, ce n'est pas une formule générale. C'est par définition, pour gagner quand on est minoritaire, c'est une affaire d'occasion, une affaire d'opportunité, une affaire de moment. Il y a des moments à saisir. Il y a des moments à saisir dans les contradictions des autres, dans le malentendu dont on peut profiter. Mais bref, il s'agit de penser qu'il faut faire de la politique tout le temps, et non pas compter sur l'histoire et le mouvement de l'histoire pour faire de la politique à notre place. Mais ce n'est pas quelque chose de désespéré. Après tout, on en a eu un exemple récemment, qui est ce second tour des élections législatives du début de juillet. Alors certes, il ne faut pas se leurrer, la gauche n'a pas gagné, mais elle n'a pas perdu. Elle n'a pas perdu alors qu'on s'attendait non seulement à ce qu'elle perde, mais à ce que le Rassemblement national gagne. Et elle n'a pas perdu, me semble-t-il, parce que pendant une semaine ou deux, elle s'est redécouverte antifasciste. Je veux dire par là, non pas que tout le monde est devenu antifa, mais qu'elle a essayé de mobiliser tous les gens que l'imaginaire que j'ai essayé de décrire repousse. Tous les gens qui non seulement ne s'y reconnaissent pas, mais qui y voient un danger existentiel dans cet imaginaire du producteur et des parasites. Et ça n'a pas suffi pour gagner, mais ça a suffi pour ne pas perdre. Alors cet antifascisme-là, c'est-à-dire cette manière de cultiver l'allergie au producérisme, si je puis dire, ça ne fait pas un programme, mais ça fait, je crois, la base éthique et politique d'un programme. C'est-à-dire que ça impose non pas forcément une radicalité, non pas forcément une modération particulière, mais ça impose une forme d'intransigeance. C'est-à-dire ne pas aller sur ces terrains-là, sur ces terrains phobiques, sur ces terrains de désir d'épuration, qui est le fondement de ce producérisme. Ce que promet le producérisme, c'est le bonheur grâce à l'épuration, la prospérité grâce à l'épuration, c'est-à-dire se débarrasser de gens pour que les choses aillent mieux. Et heureusement, on a pu voir encore un peu qu'il y a encore une majorité possible qui ne se reconnaît pas forcément dans autre chose, mais qui se reconnaît au moins dans le fait qu'elle trouve cet imaginaire-là repoussant. Or, il me semble que c'est ça le terreau qu'il s'agit de labourer. Qu'il s'agit de labourer pour en tirer toutes les conséquences, toutes les formes d'intransigeance, que ce soit sur les questions sociales, que ce soit sur les questions écologiques, mais que ce soit aussi sur les questions de genre, que ce soit aussi sur les questions de racisme structurel, d'en tirer toutes les conséquences. Avec pragmatisme, avec astuce, en se disant bien que ce ne sera jamais gagné une fois pour toutes, mais qu'on peut effectivement multiplier, ou en tout cas faire revenir les victoires ponctuelles en saisissant bien les occasions. Je n'ai pas beaucoup plus à offrir en termes d'espoir, mais il me semble que, vu la situation, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal, je le confirme. Merci beaucoup pour cet exposé. Très clair et très riche, je trouve. Et donc, je vous propose de passer aux questions-réponses ou au débat. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à ce qui vient d'être dit, des questions, je vous passe le micro. Bonsoir.
Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi, je me demandais, au niveau de l'approche, en fait, plutôt que de combattre l'extrême droite ou de dire « eux proposent quelque chose et donc leurs idées ne sont pas bonnes », pourquoi on n'essaierait pas de proposer quelque chose de désirable dans la protection de l'environnement et pas simplement de dire, par exemple, si on ne fait rien, le réchauffement climatique sera insupportable et on va tous crever, et essayer de proposer quelque chose de désirable pour les animaux, comment on peut tourner le discours de façon positive en faveur de l'environnement. C'est toute la question. C'est effectivement, c'est tout le problème, c'est effectivement de rendre les choses désirables. Parce que le problème, c'est que cette désirabilité, c'est une désirabilité de changement de manière d'être, de changement de manière de vivre. Et c'est là toute la complication, parce que eux, ce qu'ils offrent, c'est la possibilité de ne pas changer. Et de dire, ne vous inquiétez pas, les choses peuvent aller mieux sans que vous, à qui je m'adresse, changiez quoi que ce soit. Donc, rendre le changement désirable, c'est une vieille complication pour la gauche, mais il s'agit de la reprendre à nouveau frais, effectivement. Ça veut dire qu'effectivement, il faut le croire. Il faut croire que c'est effectivement désirable. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal de ce côté-là, et donc effectivement, il y a une tentation de dire plutôt regardez comme ça va mal, et regardez comme ça va aller encore plus mal si on ne fait rien. Et effectivement, c'est ça, c'est pas suffisant. Une autre question? Si possible, une femme, pour faire parité sur les questions. Oui. Bonsoir. Je ne sais pas très bien encore comment la formuler, mais en fait, plus le temps passe et plus je songe à une forme de récupération avec l'éco-blanchiment enfin, moins on agit, finalement, plus serait probable une forme de dictature verte. Pardon. Dictature verte. Vous n'avez pas entendu le début? C'est bon? Vous m'entendez? Je vous entends. D'accord, ok. Non, mais ce que je me dis, c'est que, en y réfléchissant, moins on agit pour le changement climatique, plus une dictature verte est possible, probable. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que c'est un vecteur de raisonnement qui vous traverse l'esprit? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Une dictature verte, vous voulez dire que le changement se fera, mais de façon dictatoriale? Forcé, parce que si... Non, mais je sais pas, c'est la pire des hypothèses, mais c'est une hypothèse qu'on peut considérer, vu qu'on agit peu. On pourrait effectivement la considérer. Et c'est vrai qu'elle n'est pas particulièrement désirable pour le coup, que le verdissement se fasse de façon dictatoriale. Mais j'ai pour le moment plus peur d'une dictature pas verte, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, mais le problème c'est que si une dictature pas verte ou même anti-verte s'installe, j'ai bien peur que la question de la dictature verte ne se posera même plus après, parce qu'il n'y aura plus de questions à se poser, si je puis dire. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est problématique, mais ça renvoie à la question de la désirabilité. C'est-à-dire que c'est un peu tout le problème des gens qui tiennent un discours. Un, deux. C'est tout le problème des gens qui tiennent un discours écologique intransigeant, c'est-à-dire qui ne se satisfont pas des formes de greenwashing, voire même de toute forme de mitigation. C'est qu'effectivement, ils ne peuvent pas ne pas voir qu'il y a une tension très forte entre ce qu'ils proposent et l'adhésion à ce qu'ils proposent, et par conséquent, bien
bien sûr, il n'ose pas le dire, mais il y a cette idée que quand même, ce devrait être à la planification étatique de s'en occuper, et cette planification étatique, elle ne viendra pas d'une demande populaire, donc il faudra l'imposer pour le peuple, mais pas forcément par le peuple. Évidemment, ça c'est très problématique. Je veux dire, on a le XXe siècle qui a montré que ce n'était pas forcément une manière particulièrement agréable, efficace de faire les choses. Donc ça, c'est effectivement, ça renvoie au problème de comment produire cet imaginaire désirable qui fait que ça se passe de manière démocratique et non pas autrement. Mais pour le moment, j'ai peur que ni une démocratie verte, ni une dictature verte n'aient le vent en poupe. Et c'est un peu ça le problème. Et donc, c'est bien la dictature anti-verte qui me fait peur dans les années qui viennent. Autre question ? Bonsoir. Moi, je reste surprise que cette grande flexibilité du programme, justement, de l'extrême droite ne suggère pas de réflexion au niveau de l'électorat, et comme vous le disiez, ils ne perdent pas une voix. Et alors, je ne comprends pas cette logique, parce que pour que ce groupe central, justement, légitime, récupère tout le profit de son travail, il faut bien changer quelque chose, si ce n'est pas pour lui, au moins pour les parasites du haut ou pour les parasites du bas. Pour l'instant, ce que je vois surtout, c'est que ce sont ceux qui sont considérés comme parasites du bas qui sont attaqués. Il suffirait de les rejeter à l'eau et puis tout s'arrange. Mais que fait-on des parasites du haut ? Quand le programme, quand on ne va pas récupérer justement ce profit qu'il parasite. Ah oui, oui, non, il y a... L'attractivité vient du flou et qu'il s'agit de garder le dispositif, mais en changeant selon les moments les principaux. C'est-à-dire, lorsque Marine Le Pen avait l'impression que son adversaire principal, c'était Emmanuel Macron, parce que la gauche était en état de déliquescence. Là, elle tenait un discours contre les parasites du haut. Alors bien sûr, traditionnellement, les parasites d'en haut, c'était les juifs. Là, c'était plus possible. Son père avait encore essayé de faire ça, mais ça marchait plus. On ne peut plus se permettre ça. Donc, du coup, elle avait trouvé d'autres parasites du haut. Elle avait trouvé la finance internationale, elle avait trouvé McKinsey, elle avait trouvé BlackRock, elle avait trouvé donc toutes choses qui sentaient le transnational, mais aussi la technocratie européenne, enfin, toutes ces choses. Ce que ça signifiait, c'est comme pour rendre l'argent aux Français. Ce qu'elle allait en faire, c'était, comme changement, c'était probablement pas grand-chose. Mais néanmoins, au niveau de l'imaginaire, ça fonctionnait. Mais surtout, lorsque on ne peut pas, parce qu'on est proche du pouvoir, et que, étant proche du pouvoir, on a besoin des milieux patronaux et des milieux de la finance, donc on ne peut plus se gargariser de mots contre la finance internationale, McKinsey, etc. Ben alors, il reste les autres parasites du haut qui sont les intellectuels. Et effectivement, le grand complot wokiste, le grand complot islamo-gauchiste, voilà. Je veux dire, l'extrême droite des années 30 parlait du judéo-bolchevisme. Là, on est dans l'islamo-gauchisme. Et cet islamo-gauchisme reprend très exactement la structure du judéo-bolchevisme. Ce qui était très remarquable dans l'antisémitisme de la fin du XIXe siècle et y compris jusqu'au nazisme, c'était ce double aspect où le juif était à la fois banquier et communiste. Puisque essentiellement son objectif, c'était la corrosion de l'unité nationale. Donc il procédait de deux manières. D'une part, en volant le capital
des Français pour aller le placer dans les marchés internationaux, mais une partie de ce capital spolié était ensuite déposé dans les caisses du Parti communiste parce qu'il s'agissait par ailleurs de fomenter l'internationalisme qui allait briser la solidarité naturelle entre les employés et les employeurs français pour au contraire faire venir des travailleurs étrangers et dissoudre le sentiment national de ce côté-là. Donc il y avait ce côté-là, ce paradoxe qui pourrait paraître contradictoire mais qui fonctionnait assez bien. L'islamo-gauchisme fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, déjà chez Jean-Marie Le Pen, les musulmans, le fait d'être musulmans, c'était caractéristique de parasites d'en bas. C'était précisément du fait de leur culture ou de leur déficience culturelle supposée qu'ils étaient des parasites, qu'ils venaient pour les allocations, qu'ils n'étaient pas des bons travailleurs français. Mais maintenant, ils sont aussi des parasites d'en haut. Tout comme les juifs des années 20-30, les frères musulmans sont cette espèce d'organisation transnationale qui essaye de capter la France et de la soumettre, comme disait Michel Houellebecq dans son fameux roman. Donc la structure reste la même. Donc il y a toujours cette souplesse possible programmatique. Encore une fois, ce que je vous rappelais sur Jordan Bardella, c'est extraordinaire. Je veux dire, jusqu'aux européennes, c'était le programme social qui était avancé. On ne supporte pas cette réforme des retraites, on ne supporte pas cette idée qu'il y ait une TVA sur les produits de première nécessité, on ne supporte pas cette suppression de l'impôt sur le capital mobilier, mais on l'abandonne dans 3 semaines, parce que ce n'est pas ça qui fait l'attrait de l'affaire. Ce qui fait l'attrait de l'affaire, c'est qu'effectivement, on va vous débarrasser des parasites. Alors, l'identité de ces parasites, bon, là, on est flexible. C'est ça, exactement. Exactement. Oui. Oui. Oui, enfin, refuser de penser, ils ne sont pas les seuls. Je veux dire, on en est tous là. Je veux dire, on essaie de, quand même, malheureusement, on essaye de penser le moins possible d'une manière générale. Au sens où penser, c'est remettre en question la manière dont on pensait jusqu'ici. Je veux dire, penser, c'est toujours penser autrement qu'on a pensé soi-même jusqu'ici. Donc ça, c'est un truc qui est déstabilisant pour tout le monde. Et donc, effectivement, quand on fait de la politique, quand on est politicien, on essaye quand même de dire aux gens à qui on s'adresse en priorité que vous n'aurez rien à changer. Je veux dire, les libéraux vont expliquer qu'on ne peut pas changer les conditions fiscales et dérégulatrices du capital parce que sinon les riches vont s'en aller, il n'y aura plus d'emplois et les choses ne vont pas marcher. Bon. Donc là aussi, c'est une manière, chacun dit à son électorat, c'est les autres qui sont le problème, vous n'aurez rien à changer. Mais l'extrême droite voit plus loin, parce qu'elle, véritablement, elle fait du non-changement de son électorat le fond de l'affaire. Et elle fait de l'ennemi à abattre celui qui veut vous forcer à changer. Et ça, c'est effectivement extrêmement redoutable comme mécanisme. Une autre question? Question ou remarque? Peut-être là. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Juste, je me demandais, tout à l'heure, on a évoqué l'importance du débat démocratique sur la place de l'écologie et la lutte contre le changement climatique. Donc quand on voit aujourd'hui le peu de place que cette thématique a dans les débats, que ce soit les débats politiques ou dans les médias, et ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la volonté de l'extrême droite de s'emparer de ces thématiques-là avec des discours, comme vous disiez, plutôt en France écofascistes. Je me demandais comment vous
verriez l'arbitrage du débat sur cette question-là, c'est-à-dire que typiquement, je pense à un débat entre, je ne sais pas si vous l'avez vu, entre Jordan Bardella et Hugo Clément, organisé par Valeurs Actuelles, qui justement permettait à Jordan Bardella de presque avoir une certaine légitimité, une certaine crédibilité, de mettre en avant des idées écofascistes et de nourrir une approche délétère dans la lutte contre le changement climatique, mais d'un autre côté, il faut que l'écologie s'adresse à tout le monde, et notamment aux 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Donc je me demandais comment vous verriez une forme d'arbitrage à qui on s'adresse et comment on s'adresse pour, d'un côté, ne pas permettre à ces visions-là d'être crédibilisées, mais d'un autre côté, ne pas laisser sur le carreau 11 millions de personnes en leur disant l'extrême droite ne peut pas être écologique parce qu'elle serait plus l'extrême droite, mais d'un autre côté, on est obligé de parler à tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'on est obligé de leur parler. On est obligé de parler. Je veux dire, il faut parler, il faut essayer de faire avancer ces idées. Je crois qu'on fait une erreur quand on pense que la victoire ou la non-défaite dépend de la possibilité de retourner ces 11 millions d'électeurs. Je crois que ces 11 millions d'électeurs, ils sont à l'extrême droite pour longtemps. Je pense que l'extrême droite, il faut la vaincre avant de la convaincre, et pas l'inverse. Je pense que la chance qu'on a, c'est que 11 millions, c'est déjà atroce, mais ce n'est que 11 millions. Et il y a plus que 11 millions de gens qui ne s'y retrouvent pas. Et par conséquent, c'est ces gens-là qu'il s'agit d'amener sur nos positions. Je veux dire, prenons l'élection américaine qui vient d'avoir lieu. Donald Trump a très peu augmenté par rapport à il y a 4 ans. Je veux dire, entre 500 000 et 1 million d'électeurs en plus à peine. Donc en gros, c'est à peu près le même étiage qu'il y a 4 ans. En revanche, Kamala Harris a perdu près de 8 millions d'électeurs par rapport aux électeurs qui étaient allés chez Joe Biden. Or, il ne faut pas croire que ces 8 millions d'électeurs, ils ont voté pour Trump, parce que sinon, il aurait beaucoup plus que ce qu'il n'a. Ces gens-là, ils n'ont pas voté du tout. Donc, le problème, c'est comment récupérer ces 8 millions de votes d'électeurs-là, parce que cela aurait donné la victoire. Et je pense qu'il en va de même pour nous, je veux dire en France. L'essentiel, c'est effectivement de gonfler autant qu'il est possible ce qui a pu être fait en juillet. Mais ça passe par mobiliser des gens qui pourraient trouver ce qu'on a à dire désirable. Et je pense que le mythe du fâché pas facho est un mythe. Et que c'est pas en allant en priorité vers eux, parce que ça veut dire faire des compromis de ce côté-là, c'est dire peut-être que l'immigration c'est un problème, enfin c'est pas un si grand problème que ça, on est perdant quand on va de ce côté-là. Quand on accepte leur manière de poser les problèmes, quand on pense qu'il faut commencer par de l'empathie par rapport à leur vision du monde, la fameuse phrase de Laurent Fabius, il pose les mauvaises questions et il donne les mauvaises réponses, c'est à la fois indigne et en plus ça ne gagne rien, on est perdant. Donc, votre approche, c'est du coup de pas délaisser, mais ne pas s'adresser en priorité aux 11 millions d'électeurs. Je me demandais, est-ce que vous faites une distinction entre, quand vous dites ne pas aller sur leur terrain, c'est le terrain des politiques de l'extrême droite, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'essayer de séduire et de s'adresser aux électeurs sans rentrer dans le jeu du Rassemblement national en discutant avec ses représentants ? Je pense, qui se sent de le faire, le fait. Et très bien, et si on réussit, tant mieux. Je crois qu'on ne réussit pas beaucoup.
Et je pense que dans la mesure où il y a beaucoup d'efforts à déployer, ce n'est pas de ce côté-là que je le déploierai en particulier. Je pense que, pour le dire brutalement, le fascisme n'arrive pas au pouvoir de manière démocratique sans qu'il y ait des gens qui soient massivement devenus fascistes. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils le sont pour toujours, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont toujours été. On ne naît pas le péniste, mais on le devient, si je peux me permettre de paraphraser Simone de Beauvoir, mais en même temps, ça colle. C'est assez résilient. Et je pense, encore une fois, qu'il y a besoin de les battre d'abord, voir qu'ils soient suffisamment déprimés après leur défaite pour qu'ils aient envie de penser à nouveau. Parce qu'il y a une espèce de cercle vicieux qui se fait dans cette espèce de mélange d'empathie. Je ne mets pas de trait d'égalité entre les politiques du Rassemblement national que je combats et les électeurs qui sont des braves gens juste fâchés. Si on leur dit ça d'un côté, si on les conforte dans l'idée que non, vous avez raison d'être furieux, mais peut-être que vous devriez réfléchir à pourquoi vous êtes furieux, et en même temps, ils gagnent, ça crée un cercle vicieux dont on ne sort pas. Je pense qu'il faut... On en est au point, je veux dire, il n'y a rien entre le fascisme et l'antifascisme, d'une certaine façon. On peut les ignorer quand ils sont faibles, on peut éventuellement essayer de conjurer leur montée en s'adressant à eux quand ils se renforcent, mais quand ils sont au point de devenir pratiquement dominants, là je crois que c'est l'intransigeance qui doit primer. Et c'est la mobilisation de tous ceux que cette manière de voir le monde repousse qui doit être la priorité. J'avais une question. Est-ce que vous croyez vraiment à l'écologie politique? J'explique un peu. On a vu à Europe Écologie et Verts la succession de coupages de tête et de nouveaux chefs qui s'est fait depuis quelques années. On voit une gauche où on arrive de plus en plus mal à parler d'écologie. Législative 2024, personne n'en a parlé. On a parlé pouvoir d'achat, on a parlé d'autres choses. On voit une extrême gauche où on ne sait pas trop ce qui se passe. On voit LFI où finalement récemment c'est d'autres sujets plutôt sociaux, sociétaux qui ont pris le pas. En vrai, la droite n'en parle pas, l'extrême droite non plus. Est-ce que la politique changera quelque chose à l'écologie? Est-ce qu'on a un intérêt à voter pour l'un ou pour l'autre pour faire avancer tout ça? La politique ne se limite pas au vote, mais tant qu'on peut encore voter, je pense que ça fait partie, c'est un instrument politique important. Parce que si on ne vote pas et que c'est eux qui arrivent au pouvoir, après ça on est quand même assez embêté. Et la résistance devient beaucoup plus difficile. Donc ça me semble quand même important. Alors, c'est vrai que les possibilités de tenir un discours écologiste changent selon les moments. Il y a des moments où effectivement, parce qu'il y a eu une catastrophe, ou parce qu'on a réussi à le rendre sympathique et désirable pour une partie de la population, c'est un truc qui est repris. Mais c'est toujours comme ça, je veux dire, les politiques, c'est comme les médias. Les politiques n'écoutent que les politiques et les médias n'écoutent que les médias. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans des systèmes de spirale positive ou spirale négative. Et là, pour ce qui est de l'écologie, effectivement, comme vous le dites, on est dans un moment de spirale négative, où tout le monde a l'air de fuir l'écologie. Il s'agit de le reprendre d'une manière politique. Encore une fois, le reprendre de manière politique, ça ne veut pas simplement dire le reprendre au niveau de la politique politicienne, ou plus exactement de la représentation politique, de la politique partisane. Il s'agit aussi des mouvements sociaux, et il s'agit d'une articulation entre les deux.
mais en même temps, je ne pense pas que ça fasse avancer les choses de dire, comme le monde politique n'en parle pas, je le ferai simplement tout seul dans mon coin ou avec les gens qui pensent comme moi, sans essayer d'en faire un sujet macro-politique. Je pense que c'est à la fois micro-politique, effectivement, mais c'est aussi macro-politique, et on n'y échappe pas parce que les catastrophes qui vont venir de gouvernements anti-écologistes, et encore une fois, ce qui se profile aux États-Unis à partir du mois prochain en est l'exemple le plus catastrophique, on ne peut pas mettre ça entre parenthèses. Donc, je pense que quelques frustrations qu'on ait par rapport à ce que les gens qui font profession de politique font de l'écologie, il s'agit plutôt de les aider d'une certaine façon à avoir le courage d'en parler, plutôt que simplement leur tourner le dos, parce que c'est un peu se tourner le dos à soi-même aussi, je pense. Mais tout ça, là je ne fais que je ne donne pas d'expertise, là, on en a une discussion, je ne fais plus que donner mon opinion, et mon opinion ne vaut pas plus que n'importe quelle opinion, évidemment. On a peut-être du coup le temps pour une dernière question, si quelqu'un veut se lancer. Peut-être une femme. Il faut garder la parité. Personne? Sinon, ok. Est-ce qu'on peut quand même espérer délivrer un message d'espoir? On a vu quand même, il y a à peine 5 ans de ça, il y avait eu Greta Thunberg, il y avait eu une jeunesse qui s'est mobilisée. Et donc, est-ce que là, il y a eu un creux, peut-être il y a eu une épidémie de coronavirus, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu un certain nombre d'événements dans l'actualité qui ont pris le pas et la préséance, j'ai envie de dire, sur les thématiques climatiques. Mais est-ce qu'il se peut que dans les années à venir, ce sujet-là reprenne le dessus et que finalement l'opinion publique, d'une manière générale, en France et dans le monde, reprenne le dessus? Finalement, c'est peut-être un creux à passer et que les peuples reprendront en fait conscience de la réalité et se remettront à agir de façon constructive. On ne peut que l'espérer, mais en même temps, ça ne se fera pas tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit de continuer à penser politiquement, puisqu'évidemment, l'enjeu, c'est comment faire pour que ça reprenne, et surtout pour que ça reprenne le plus vite possible. Et ça signifie précisément non seulement la désirabilité du thème, mais aussi son articulation aux autres. C'est montrer, pour qu'on ne mette pas l'écologie en dessous de la pile, ça veut dire que précisément, il ne faut pas voir les choses en termes de pile, où il s'agit de mettre des choses en avant et d'autres en arrière. Il s'agit d'être intransigeant sur tout et de travailler aux articulations entre les différentes problématiques, parce qu'en plus, elles sont articulées. Merci beaucoup, merci pour vos questions. Merci Michel d'avoir répondu présent. Merci à vous. Merci à l'Académie. Merci également à l'Académie du Climat et du coup on se retrouve l'année prochaine. Merci.